Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous à distance. Désolé, petit problème de logistique avec le Teams et la session en direct. Je vais revenir sur les slides. Hop. Non, c'est pas le mien celui-là. Ouais, super, merci. Donc, a priori, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit. Dernière session de la journée. Merci à vous qui êtes à distance. Vous êtes une trentaine à distance. Donc, pour suivre cette restitution de la 3e édition de la RPG Battle Dev. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire tout ça, mais écoute, on va voir. Donc, on va voir. On va commencer par la Battle Dev, et puis on verra bien. Je ne me souviens plus qui est-ce qui parle. C'est moi, au départ, c'était ça. Ouais, donc, 3e édition de la Battle Dev, je resitue un petit peu le décor. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas assisté à la Battle Dev. Donc, la Battle Dev, c'est un concours de développement en RPG qu'on a donc ouvert il y a 3 ans. C'est ouvert à tout le monde, organisé par IBM et Common. Il y a eu 3 manches avec des exercices en RPG full free. Et ça s'est fait donc sur une partition de plus de 400. Donc, on les remercie encore parce que c'est vrai que ça a été facile avec eux, à titre individuel ou en équipe. Nous sommes 3, donc Jérôme, Florian et moi-même, à avoir organisé, créé les exercices, corrigé les exercices et vous présenter les corrections aujourd'hui. Ouais, parce que c'est du boulot quand même. Ah, c'est du boulot. C'est du boulot, je vous le dis, c'est du boulot. Vous étiez donc 84 développeurs à travailler cette année, avec des équipes et des participants individuels. Donc 43 participations en tout. On a mis le nom en fait ici des participants et des équipes. Et on est passé de 4 pays l'an dernier à 8 pays cette année. Donc ça c'est chouette, vraiment bien. Voilà, le Sénégal, l'Italie, l'Espagne, enfin bon. L'Afrique du Sud. Alors je m'entends, donc je ne sais pas pourquoi je m'entends, mais c'est peut-être le micro, le haut-parleur, je ne sais pas. Il faut que je le coupe aussi. Ouais. Allez, voilà. Ah non, ça ne change rien. Donc, non. J'ai muté mes micros, mais bon. On a un petit retour ici, en fait. Vous aurez fait du sport aujourd'hui, parce que même si je coupe le... Hop là. Ah, attention, non, ouais, il faut faire FN. Hop. Même si je fais ça, j'ai quand même le retour là. Bien. Ah ben oui. Je pense que là c'est bon. Oh, c'est parfait. Il est très fort, hein, vous allez voir, vraiment très très fort. Allez, on revient sur les slides. Donc un grand merci d'avoir participé à cette Battle Dev, donc à vous tous qui êtes à distance et puis ici dans la salle. Très honnêtement, ça a été un vrai plaisir pour nous d'organiser ça, de trouver les exercices, d'essayer que ça soit pas trop facile, avec de l'IA. Et que ça soit un petit peu différent des années précédentes. Donc on a un petit peu monté le niveau. Mais bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette édition. Et si c'était bien de votre côté, on en fera une 4e. Voilà. Je laisse Florian présenter un peu le Common. Nathanaël l'a présenté un petit peu en plénière, mais pour revenir dessus, donc le Common, le groupe utilisateur France, le but vraiment c'est de partager en fait les connaissances, de favoriser les informations, de mutualiser la veille techno, etc. Je vais faire assez vite parce qu'on est un peu à la bourre. Mais en gros, vous avez plusieurs avantages d'être membre Common. Donc vous pouvez participer gratuitement à nos événements. Par exemple, pour la Power Week, vous avez pu participer à toutes les sessions Common, enfin pour tous les adhérents. On a mis un accès à la base de connaissances, donc ça c'est sur demande. Vous demandez en fait un accès à la base de connaissances Common US, et moi je vous crée en fait un accès. Je suis obligé de faire la demande sur le site. Et des tarifs sur le congrès annuel Common Europe, justement pour revenir sur le Common Europe, c'est que l'année prochaine,
Donc, il y a un avantage vraiment d'adhérer au Common. C'est que l'année prochaine, ça se situera en France. Donc ça aura lieu en juin, donc du 14 au 18, à Lyon, au Palais des Congrès. Donc l'avantage, c'est que si vous êtes membre du Common, bah, vous aurez un discount en fait sur les places. Ça paye la cotisation. Ouais, si vous êtes plusieurs, ça pourrait payer une cotisation, quoi. Juste quelques temps forts sur 2025. Donc on a fait un Power Lab sur comment traiter des données en JSON avec SQL. Webinaire IBM Cloud, IBMI et Cloud. Donc ça, c'était Pascal qui l'a fait. La pause café, donc habituelle. On a fait un petit challenge BCD plage pendant l'été. Alors ça, c'était vraiment pour le fun. C'était pour faire un peu de BCD carte sur IBMI. La RPG Battle Dev, donc, à laquelle on est en train de présenter justement. Et puis la Power Week et puis d'autres événements. Bon, il y en aura d'autres à venir en 2026, mais voilà, je ne vais pas faire de teaser tout de suite. Puis je relaisse la place à Philippe. De toute façon, on va se distribuer les corrigés des exercices. Ah mais non, c'est encore toi ça. Donc, enfin bon, peu importe, toi, je sais plus. Donc 2 mots pour vous dire comment on a travaillé, c'est-à-dire que comment on a noté. Non, vas-y. C'est bon, déjà on regarde les résultats, regarder si les programmes, les épreuves sont bien rendues dans les temps. Ensuite, on évalue la qualité du code, c'est-à-dire qu'on regarde si c'est simple, moderne, lisible. Je suis pas en face. Après, dans tous les résultats, on en a eu, lisible et optimisé. Et c'est toi qui as le... Ah, mince. Et donc, on s'est partagé tout ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça représente quand même pas mal de boulot. Donc, c'était complètement anonyme. Hein. On ne savait pas qui était. On a juste Team 03, Team 07. Ah oui, pardon. Bah oui, bien sûr. C'est mieux comme ça. Mais voilà, tu as tout dit. Oui, donc il y a de la subjectivité forcément. On a tourné entre les équipes, entre nous, pour ne pas corriger les mêmes équipes à chaque fois. Donc, comme il y avait 3 épreuves, on a tourné, voilà, on a fait 3 tours. Et on va commencer donc par le premier. Donc le premier exercice, c'était pas vraiment de l'algorithmie. On était plutôt sur des nouveautés RPG. Qui nous semblait un petit peu soit importante de vous signaler, soit voilà, un petit peu touchy à trouver. Donc la première question, c'était de récupérer, d'afficher la date du job, mais au format année, mois, jour, mais avec une année sur 4. Donc c'était juste pour vous faire voir que depuis quelques années, on a la possibilité, quand on transforme donc une date en alpha par le %char, le deuxième paramètre ici, qui jusqu'à présent on pouvait mettre étoile job run. À ce moment-là, on récupère l'année sur 2. On a du étoile long job run qui permet de récupérer l'année sur 4 caractères. Donc ici, on était en format YMD avec le slash comme séparateur. Donc c'est bien ce qu'on demandait et on récupère bien donc 2025 donc avec l'année sur 4. Donc job run ou étoile long job run. Ensuite, le deuxième, c'était pour vous faire voir que quand vous récupérez l'eurodate system par un % timestamp, vous pouvez indiquer ici le nombre de fractions de seconde que vous voulez récupérer. Donc l'eurodate, c'est année, mois, jour, heure, minute, seconde. Par défaut, ça va jusqu'aux microsecondes. Si je mets 0, je m'arrête aux secondes, il n'y a rien derrière. Si je mets 3, je vais aux millisecondes. Si je mets 6, aux microsecondes, etc., jusqu'à 12. Donc là, on vous demandait juste de vous arrêter aux secondes, donc on met 0 pour s'arrêter aux secondes. Donc on peut choisir le nombre de fractions de seconde que l'on veut quand on récupère donc, les eurodate system. La troisième question était vraiment très simple, tout le monde l'a fait. Donc on avait un tableau avec différentes entrées. Et on vous demandait donc d'afficher les différents postes du tableau avec un point-virgule comme séparateur. Bon, ça, c'était pour vous faire utiliser une fonction récente qui s'appelle concaterer, donc il y a 2 ans. On indique le séparateur, on indique le nom du tableau, ça prend chacun des postes du tableau et ça le concatène avec le séparateur commun. Bon, ça, c'était pas très compliqué. Le quatrième, c'était donc là aussi pour vous faire voir que quand vous faites une différence entre 2 eurodates par un %diff pour récupérer par exemple donc un nombre de secondes en mettant étoile S ici ou étoile secondes, là aussi vous pouvez indiquer donc un 4e paramètre
qui est le nombre de fractions de seconde que vous voulez. Et donc, comme on était arrêté ici donc aux millisecondes, pardon, donc 3 positions après, eh bien, on a mis 3 ici pour avoir la différence exacte. Donc, il y a 1,334 secondes de différence entre ces 2 eurodates. Donc, bon, la plupart de vous, en fait, l'ont trouvé. La question 5 était un petit peu plus complexe. D'ailleurs, certains ne l'ont pas du tout trouvé. On vous demandait d'afficher la taille en fait de Z2, donc un % size de Z2. Ça, c'était pas bien compliqué de faire un % size de Z2. La difficulté, c'est que Z2, en fait, c'est une zone alpha dont la longueur est initialisée avec la taille de DS1. Et DSA, c'est une data structure. Et les data structures, par défaut, vous le savez, en fait, elles n'ont pas de longueur définie au départ, parce que la longueur peut varier en fonction donc, de ce que l'on a comme zone, comme sous-zone en fait, dans la data structure. Et au fur et à mesure en fait, qu'on fait du traitement dans le programme, ça peut éventuellement donc, changer la longueur de l'ADS. Et cette longueur est donc variable par défaut. Et c'est pour ça que, effectivement, si vous ne mettez rien du tout, le % size de DS1 n'est pas connu, donc vous avez une erreur de compile. D'accord ? Non définie. Il ne connaît pas le % size de DS1. Si on veut donc lui dire dès le départ en fait que les DS en fait seront avec une taille fixe, on indique en fait ici un mot clé donc dans les options de contrôle qui s'appelle No Change DSLen. Je ne veux pas pouvoir changer la longueur des data structures. À ce moment-là, donc, ça veut dire que s'il peut calculer donc la taille de la DS dès le départ, et là il peut le faire parce qu'on a juste Z1. Eh bien, DS1 donc, fera 10 de long, donc % size Z2 fera 10 de long, et donc la taille de Z2, ça sera 10 de long. Donc voilà, c'est un mot-clé pas très connu, donc là on est allé un peu jouer sur des choses moins évidentes, moins connues, mais c'était un petit peu l'idée pour vous départager aussi. Donc, le sixième, pardon. Donc c'était, vous aviez une chaîne de caractères, et vous deviez récupérer le dernier mot en fait donc qu'il y avait entre les deux guillemets. Bon, là il y a plusieurs moyens de le faire. Ici on a fait un scan right pour aller chercher donc le deuxième guillemet ici. On a récupéré la position juste avant donc ici le 5. Et on a fait un % left en fait pour mettre ça donc dans une zone intermédiaire que j'ai appelée Z3W, donc ici Z3 work. D'accord, donc je récupère ici le RPG Battle 2025. Puis après, j'ai refait un % scan right, cette fois-ci pour avoir l'espace. Oula, désolé. Pardon. Pour avoir l'espace ici qui est là. Donc on commence à la droite et on va jusque là et on fait +1. Puis après, on fait le % substring pour récupérer le dernier mot classique. Certains ont fait autrement avec des tableaux. On a enlevé un petit peu de points pour les tableaux parce qu'on mettait le numéro de l'indice dans le tableau et puis ça ne marchait pas s'il y avait des choses avant les guillemets. Enfin bon, voilà. Donc ce code-là, il marche dans tous les cas de figure, mais il n'y avait rien de très particulier. L'idée, c'est de vous faire aussi utiliser un petit peu le scan right, que vous ne connaissiez pas forcément. Dans la 7e question, l'idée, c'était de transformer des zones qui étaient alpha, qui contenaient de l'alpha, donc Z4 ici, qui avait une certaine valeur, et puis Z4 ici avec des blancs, donc la zone Z4 était alpha, varchar 8, qui contenait donc des données numériques et de les transformer en numérique par un %dec. Ça, c'était pour vous faire utiliser en fait 2 options donc, sur les expressions que l'on peut indiquer donc, en DCL-OPT. Le useDecEdit qui permet de dire en fait, que quand je vais faire une conversion décimale, il va prendre en fait, en compte ce qui est indiqué dans le DecEdit. Et donc si effectivement j'ai un point séparateur des milliers, j'ai un symbole décimal, il en tiendra compte et il convertira ça donc, en numérique. Donc là, on a bien 1584,73. Et le hello blank num permet de dire que si une zone alpha contient des blancs, eh bien, si je la convertis en décimale, je vais récupérer des zéros. Voilà. Donc on était beaucoup sur les options que l'on peut indiquer en fait en CTL-OPT. Ensuite, le Z5, la question 8, excusez-moi, c'était une zone en fait qui était en Unicode, UTF-8, qui contenait certains caractères, dont quelques caractères spéciaux.
Les deux premiers caractères qui sont ici ne tiennent pas sur un octet, mais tiennent sur 2 octets. Ils sont codés sur 2 octets. Quand vous êtes en UTF-8, vous êtes codé sur 1 ou 2 octets, ça dépend des caractères. Les deux premiers étaient codés sur 2 octets. Donc effectivement, pour récupérer le nombre de caractères ou pour récupérer, en fait, pour faire des substrings, ou des %left, des %right, etc., on ne peut pas travailler avec des %length classiques, parce que sinon, length me donne vraiment la longueur que ça occupe, en nombre d'octets, ne donne pas le nombre de caractères. Donc ça, c'est pour connaître le nombre de caractères réels, en fait, c'est %char_count, qui est vraiment une fonction qui permet de compter le nombre de caractères. Et là, donc, on a bien 5 caractères. Alors que si on avait fait %length, on aurait eu 7, parce que les deux premiers, ici, tiennent 2 octets. Donc la longueur, c'est 7, mais le nombre de caractères, c'est 5. Et puis après, quand vous allez utiliser les %left, %right, %substring, toutes les fonctions intégrées, %scan, etc., vous pouvez indiquer ici si vous travaillez en mode naturel ou si vous travaillez, donc l'autre option, c'est le mode, j'ai oublié, il y a le contraire en fait, donc de naturel. Donc est-ce que vous voulez travailler en mode octet ou en mode longueur en fait, voilà. Et ça, c'est valable en fait, ce mode-là, pour chacune des fonctions intégrées. On peut aussi le définir en CTL-OPT, donc tout à fait en haut, quoi. Et puis la dernière question, c'était pour vous faire utiliser, donc, mais je crois qu'il n'y a pas eu de souci là-dessus, tout le monde l'a fait, c'était pour vous faire utiliser donc, une procédure en fait, qui permet de convertir des entiers en chiffres romains. Et c'était surtout pour vous faire voir qu'une procédure peut récupérer en paramètres un tableau et qu'elle peut renvoyer en valeur de retour un tableau. Ce n'est pas des choses qu'on fait peut-être fréquemment, mais voilà, une procédure peut renvoyer un tableau, peut prendre un tableau en paramètre, peut renvoyer un tableau en paramètre. Donc on avait une procédure, elle était donc dans un programme de service et elle était dans un répertoire de liage qui s'appelle Battle 2025. Donc j'ai rajouté ici le bondir pour rajouter le nom du répertoire de liage. Et puis après, on appelle la procédure. On va lui passer en fait en entrée, donc la procédure s'appelle entrée du romain. On va lui passer un tableau constitué d'un certain nombre de chiffres décimaux classiques et on veut récupérer le résultat donc en chiffres romains par une petite boucle où on va lire en fait chacun des entiers donc du résultat. Donc on passe ici directement, c'était pour vous faire voir aussi que quand j'appelle la procédure, je peux lui passer un tableau d'ici directement par un %list. Ce qui nous manque, en fait, c'est juste le INZ avec le %list, qui n'existe pas encore. Mais bon, on va soumettre une ID. Depuis le temps qu'on le dit, Florian, il faut qu'on le fasse. Ouais, ça va vraiment pas. Donc, et en fait, moi, j'avais jamais pensé. C'est ChatGPT ou je sais plus qui en fait, nous a fourni le code avec un INZ %list. Donc on s'est dit, tiens, mais c'est pas mal ça. Mais en fait, non. Pour le moment, ça marche pas. Okay. C'est toi? Oui. Ouais. Donc un petit exercice 2 là, sur un petit peu les fonctions récursives. Donc là, le but c'était de partir en fait d'un aéroport et puis après de voir toutes les destinations possibles. On a fait, dans l'exercice, on avait un petit peu une boucle où à un moment donné, on pouvait retomber et puis à chaque fois, le programme il bouclait sans fin. Donc voilà, il fallait bien gérer un peu les ruptures. Pour commencer, donc on commence par déclarer de toute façon le fichier de tous les vols, donc avec une no-conversion data étoile no CVT. Et du coup, on a là pour le coup dans l'exercice qu'on a fait, c'est vraiment appeler l'affichage de tous les vols. Et c'est la fonction en fait qui elle va boucler et qui va s'appeler elle-même. Donc c'est le principe des fonctions récursives, c'est de s'appeler soi-même. Donc là, on a eu plusieurs solutions, une avec 2 paramètres, une avec 3 paramètres. Voilà, sur les corrections, on a utilisé celle avec 2. Donc le principe, c'est que... j'ai appuyé sur le... Le principe, c'est qu'on reçoit en fait voilà, la ville et le chemin, et puis après, on va lire la table pour récupérer en fait toutes les destinations d'une ville. Et ensuite, on va écrire le chemin, du coup, avec le pourcentage concat pour à chaque fois qu'on change de destination, qu'on écrit en fait la ligne. Voilà. C'est un peu le principe. Ça fait penser un peu aux nomenclatures dans les boîtes, dans les industries, par exemple. C'est un peu le même principe. Et s'il fallait juste en fait gérer, c'est que du coup, vu qu'on pouvait avoir des boucles, il fallait vérifier que du coup, la ville n'était déjà pas présente dans le tableau avant de décrire. Sinon, après, ça repartait. Donc vérification des valeurs, voilà. Puis, alors pour vérifier qu'en fait les algorithmes fonctionnaient un peu avec toutes les destinations, c'est qu'on l'a essayé après sur sur 2 autres destinations, pour voir s'il n'y avait pas d'autres soucis.
L'épreuve 3, donc le Tour de France. Ça, c'est pas vraiment le Tour de France, c'est pour la petite histoire, comme je disais à Philippe, puis à Jérôme. Je partais à la déchetterie, puis je me suis retrouvé en plein milieu de cyclistes. Et du coup, voilà, ça a donné un petit peu vous voyez un peu l'image, hein, vous êtes pressé, et puis voilà, vous avez une armée de cyclistes tout autour. Du coup, l'énoncé, il est venu un peu de ça. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un exercice sur le Tour de France, en mettant des coureurs qui abandonnent ou pas. Donc on avait vraiment les temps de chacun sur 3 étapes. Et quand il y avait étoile nulle, enfin quand il y avait nul en fait dans la table, c'est que le coureur est abandonné. Donc là, bon, l'exercice, il est à peine plus gros. J'ai un peu coupé les captures. Mais grosso modo, il y avait plusieurs façons de le gérer, mais c'est vrai que la plus simple, en gros, il y en a beaucoup qui ont utilisé cette méthode, c'est de faire une DS en fait avec le numéro du dossard, le cumul des temps, et de dire s'il a abandonné ou pas. Alors certains, ils ont mis un indicateur, il y en a où ils ont mis le maximum du cumul de temps pour trier en fait dans un certain sens. Les 2 solutions étaient notées pareil, hein, c'était vraiment valide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on boucle en fait sur le fichier des étapes, et puis on renseigne le tableau en fait. Et il fallait tester en gros si on avait une valeur nulle IND. Donc ça, il fallait bien penser à mettre l'option de contrôle en haut, ELO nul, parce que sinon, il n'avait pas aimé les nuls dans les variables. Et après, c'est de charger, puis que s'il est abandonné, du coup, on l'exclut du classement. Puis à la fin, on a une procédure en fait pour... là, nous, on a fait d'une certaine manière pour l'affichage. Donc en gros, on fait un for each, or, argent, et puis bronze, et puis comme ça, on les écrit l'un derrière l'autre. Pareil, il y avait d'autres façons de les écrire. Il y en a qui les ont écrits un par un comme ça. Voilà, l'un en dessous de l'autre, c'était pareil. Là, et puis ça, c'est juste la fonction après pour afficher. Voilà, pareil, il y avait différentes façons de le faire. Vous pouvez faire des concats ou pas. Enfin, voilà. En fait, on a privilégié certaines solutions qui sont un peu plus modernes pour calculer les durées. Ceux qui divisent par 60 ou on a pu enlever un demi-point ou ce genre de choses. On a plutôt essayé de privilégier en fait les pourcents sub that time, les fonctions qui permettent donc vraiment de faire des différences ou d'extraire que le nombre de secondes, etc. Voilà. Donc plus c'était avec des fonctions récentes et modernes, on a plutôt privilégié ça. C'est le 4e exercice. Le but du jeu était de partir d'un fichier qui contenait un seul enregistrement avec un texte non formaté et de le formater d'une façon, je dirais, attendue. Voilà. Il fallait que les doubles espaces soient transformés en lignes séparatrices, avec plein de guillemets, et que les majuscules précédées d'un point et espace ou d'une virgule espace ramènent le texte à la ligne. Donc, pareil que les autres exercices, il y a eu plusieurs solutions proposées. Et une de celles qu'on a retenues ressemble un peu à ça. Donc, on déclare le fichier, on déclare les zones de travail, et on déclare l'alphabet, enfin un alphabet avec toutes les lettres. On lit le fichier, et ensuite, là, le traitement se décompose en 3 parties. La première partie est de remplacer les doubles espaces par un séparateur. Alors, je vais revenir là, on a choisi un pipe. Donc, on transforme le texte en remplaçant les espaces par un séparateur, la ligne de tiret, un deuxième séparateur, et on reprend la suite du texte. Ensuite, la deuxième partie de la transformation, on cherche pour chaque majuscule de notre alphabet, on parcourt le texte pour voir s'il est précédé, si on trouve une ponctuation comprise dans la liste, donc soit point, soit virgule, suivi d'un espace, suivi de la majuscule traitée, et on transforme cela en la ponctuation, un nouveau pipe, la lettre et le texte, et ça, on remplace ça dans le texte modifié. Ce qui fait qu'on va remplacer tous les points blancs majuscules ou virgules blancs majuscules par un point pipe majuscule ou un virgule pipe majuscule. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'utiliser le split qui va prendre notre texte modifié, qui va
le diviser en morceaux à partir de chaque pipe, et on fait une boucle sur chaque morceau de façon à alimenter la job-log avec le texte, le morceau de texte extrait. Et c'est là où on corrige la faute d'orthographe qui était la troisième partie de l'exercice, c'est-à-dire qu'il fallait remplacer le point d'exclamation par un V. Exercice 5. Vite, hein, vous allez vite. On rattrape. Ouais, je reviens un tout petit peu sur l'exercice 3, désolé, mais je voulais juste faire voir quelque chose. Oui, le no convert, là, on n'a pas tenu compte de ça ou ce genre de choses, mais effectivement, vous aviez vu le CSSID de la machine sur laquelle elle travaillait, c'était allemand, donc on était en 11.41, nous on était en 11.47. Donc effectivement, il y a des problèmes de conversion de données, donc on peut rajouter ça. Ce sont des petites choses, mais on n'a pas tenu compte de ça. Hein. Si vous l'avez mis, bon, ok, mais si vous l'avez pas mis, c'est vraiment pas grave. C'est pas forcément, en fait, voilà, là-dessus qu'on a joué. C'est plutôt vraiment sur l'algorithme et puis les fonctions utilisées, quoi. Pardon ? Pourquoi il y a... Où ça ? Ah, le CAID. Non, il n'y a pas de clé là-dessus, si, je crois pas. Non, non, c'est sur la table des vols, il n'y a pas de clé. Non, pas sur ça. Attends. Si, oui, si, parce qu'on utilise l'index. On n'utilise pas la table des vols. Il y avait un index, on vous disait qu'il y avait un index sur la table des vols, sur Si, pour pouvoir faire ensuite le 7LL et le read equal, quoi. Donc, ouais. En fait, on est allé lire que les vols en question en se positionnant par un 7LL read equal. Donc, on se positionne, on ne lit que les 3 destinations, par exemple, les X destinations, on remplit le tableau avec ça. Voilà. Donc oui, là, on a utilisé un index, en fait. L'idée, c'est vraiment de remplir le tableau avec uniquement les destinations. On n'a pas rempli le tableau avec l'ensemble des données. Hein. On a rempli le tableau uniquement avec, pour un vol donné, les destinations, c'est tout. Enfin, pour une origine donnée, les destinations, quoi. Le 5e exercice, je ne vais pas passer tout en revue ici, mais l'idée, donc, c'était de créer une procédure. Donc, c'était de vous faire un peu d'ILE. Donc de créer une procédure, de la mettre dans un programme de service, de générer une signature bien particulière, et ensuite de faire le code, donc E5B, qui va appeler en fait cette procédure. Et là, l'idée, c'était donc de récupérer donc le titre du film, de savoir si on était tournage démarré, tournage en cours, tournage inconnu, enfin bon voilà, et puis d'afficher la date de sortie. C'était pas vraiment, c'est un cas d'école hein, quand même un peu, mais l'idée c'était pour vous faire voir les différentes options et de vous faire utiliser les différentes options qu'on peut mettre au niveau des paramètres d'une procédure ILE, quoi. Donc l'idée, après ça vaut ce que ça vaut, hein, mais l'idée c'était de vous faire voir que si vous rajoutez pour un paramètre d'une procédure, hein, option étoile trim, quand vous allez passer en fait une chaîne où il y a des espaces à gauche ou à droite, il va automatiquement supprimer ces espaces. Ça nous évite de faire le pourcent trim ensuite dans le code. Voilà. Il le fait automatiquement en fait. Pour chaque valeur de paramètre, il enlève les espaces à gauche et à droite. Donc quand à un moment donné, en fait, on va vous demander de faire passer blanc, 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 avatar 4, bah, il va enlever les blancs automatiquement. Ça, c'est le pourcent trim qu'il fait, quoi. Voilà. Ça évite de faire le pourcent trim, tout simplement après. Donc, il le fait automatiquement. Le deuxième, ça n'a peut-être pas été très clair, j'avais remis un mail après, mais l'idée c'était vraiment de passer une valeur nulle. Pas de passer un pointeur nul, comme on fait avec étoile omit, mais vraiment de passer une valeur nulle, ou une vraie valeur. Hein, donc c'était d'utiliser une option qui n'est pas étoile omit, mais qui est étoile null IND, et à ce moment-là, donc de mettre la valeur nulle sur la valeur du paramètre avant d'appeler la procédure. Et puis le troisième, qui est la date de sortie, le troisième paramètre, bien la première chose, c'est que c'était optionnel. Donc ça, c'est l'étoile nopass. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on vous demandait de pouvoir passer soit une vraie date, soit de l'alpha.
Donc là, c'est sujet à discussion, là aussi. Effectivement, on peut se dire, si c'est une vraie date, je vais la convertir en alpha par du % mais c'était pas vraiment l'idée de ce qu'on voulait vous faire faire. Ce qu'on voulait vous faire faire, c'était vraiment que vous passiez une date, mais qu'on reçoive en fait de l'alpha tout le temps. Et donc d'utiliser une option qui est sortie il y a 3 ans, là, ou 2-3 ans, je ne sais plus, donc qui s'appelle étoile converte, et qui permet de dire quoi qu'on passe en entrée, ça va le convertir, et ça va donc le transformer pour récupérer de l'alpha. Okay, donc je passe du numérique, je passe de la date, que je passe de l'heure, que je passe de l'alpha, ça, on va récupérer de l'alpha. La deuxième chose, qui n'était pas obligatoire, mais on a rajouté des points à ceux qui l'ont fait. Vous n'avez pas été très nombreux à le faire. C'était d'utiliser une énumération pour l'état du film. Plutôt que de tester C00, P00, T00, qui sont peut-être des codes qui ne sont pas très simples à lire, l'idée, c'était de leur donner un nom. Et pour faire ça, les énumérations, c'est vraiment pratique. On donne un nom donc, à une énumération. Donc DCL enum, indénum. À l'intérieur, donc, on a nos constantes, conception, préparation, etc. Et puis, on a la valeur donc, de chacune des constantes. À quoi ça va me servir? Ça va me servir, en fait, ça, à dire que partout, maintenant, où je vais tester ou alimenter ou vérifier, etc., C00, P00, je pourrais utiliser le nom de la constante à la place, conception, préparation, etc. Et c'est ce que j'ai fait ici, en fait. Donc, ici, j'ai dit, voilà, si l'état du film, c'est soit conception, soit préparation, eh bien, on veut dire que le tournage n'est pas démarré. Plutôt que de mettre ici C00, P00. L'idée, c'est d'améliorer la lisibilité du code. Et partout où on a C0, P00, on va mettre conception, préparation. C'est un des avantages, en fait, et une des possibilités offertes par les énumérations. Donc, il n'y avait pas d'obligation à ça, mais quelques-uns l'ont fait. Et c'était, je pense, un peu dans l'idée de ce que l'on avait préparé, nous, de notre côté. Voilà. Bon, sinon, après, on pouvait aussi, bien sûr, tester... Alors, est-ce qu'on a passé la date de sortie, oui ou non, voilà. Et puis, tester si on a passé la valeur nulle pour l'état. Et donc, d'utiliser la fonction %nul-IND aussi pour l'état. Pas le %8, mais vraiment le %nul-IND. Donc, %passe pour savoir si ça a été passé, plutôt que d'utiliser %parms et tout ça, et %nul-IND, en fait, pour la valeur nulle. Là, il y a une première solution où je teste %nul-IND de eta, %trim de eta, etc. Là, j'ai une deuxième solution pour utiliser le when-in et le when-is. Sauf que quand on fait ça, on ne peut pas tester le %nul-IND, donc il faut le mettre à part. Donc, il n'y a pas vraiment de solution idéale. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller un petit peu plus loin dans les when-is ou dans les when-in, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis après, la concaténation en fait, des trois champs, donc avec la date de sortie, l'état du tournage et le titre. Donc, fait avec un %concat, puisque le séparateur était le même, donc le tiret, plutôt que de le concaténer avec d'un plus. Donc, ça aussi, on a rajouté des petits points pour ceux, ou des demi-points pour ceux qui ont utilisé le %concat. Voilà. Voilà, ça c'était donc le premier. Une fois qu'on a fait ça, on en crée un module. J'en profite pour vous faire voir que dans RDI, en fait, vous pouvez voir, quand vous développez un module, vous voyez les procédures qui sont à l'intérieur. Et puis ensuite, il fallait générer donc, une signature bien particulière qui s'appelait RPG Battle 2025. Donc on faisait un membre source en langage de liage, donc avec un start PGM export. On indique la signature qui était demandée. Et désolé encore pour l'erreur, parce qu'au départ, elle faisait plus de 16 de long et c'est limité à 16. Et puis, on a dit quelle est la procédure en fait, que l'on veut exporter, donc statut film ici. On peut le mettre dans un fichier source QSRV-SRC. Certains l'ont mis en fait, dans QRPG-SRC. Tout ça, on s'en fiche. Vous le mettez où vous voulez. Ça, c'est de la cuisine interne. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Une fois que le programme de service est créé, que le module est créé, eh bien, on va créer le programme de service. Toujours pareil, par RDI, on peut voir les modules et on peut voir les procédures qui sont à l'intérieur d'un programme de service. Et puis après, peut-être le plus simple, il n'y a pas d'obligation là non plus, on n'a pas enlevé de points ou ajouté de points. Le plus simple, c'est d'ajouter le programme de service dans un répertoire de liage. J'en profite pour vous faire voir que dans RDI, maintenant, depuis la dernière version, quand vous avez la liste des répertoires de liage et que vous faites un double clic sur un répertoire de liage, ça ouvre une petite fenêtre. Vous pouvez ajouter une entrée à un répertoire de liage, donc vous pouvez ajouter les programmes de service. Il va directement aller chercher les programmes de service dans la lib list.
Et vous pouvez voir en fait, donc ici le contenu de votre répertoire de liage avec les procédures de programme de service et les procédures qui sont donc exportées dans ce programme de service. C'est très pratique. On n'a pas encore ça dans VS Code, mais donc dans RDI c'est pratique. Voilà, puis après le 5B, c'était d'appeler en fait cette procédure avec les différentes valeurs. Mais là, l'intérêt du jeu, c'était de dire la date, par exemple, je la passe soit en alpha, soit en vraie date. Et donc la date d'aujourd'hui, plus 4 ans, plus 1 mois, plus 15 jours. Ou une vraie date, ici le 15 juillet 2026. Donc D, pour lui dire que c'est une vraie date. Je ne la passe pas en alpha. Je la passe soit en alpha, soit en date, mais si c'est une date qu'on vous demandait de passer, il fallait passer une date. C'est le étoile converte, en fait, qui va le convertir en alpha. Le pourcentrim va enlever les blancs ici. Et puis, pour passer la valeur nulle, eh bien, on mettait donc sur la variable ici, état du film, on rajoutait le nul IND, donc avec le pourcent nul, enfin le nul en haut, là. Le nul IND, qui est un mot-clé qui permet donc d'autoriser la valeur nulle sur une variable que l'on déclare dans le programme. Okay. Et c'est le pourcent nul IND étoile on, en fait, qui va permettre de passer la valeur nulle. Il faut bien penser à le remettre à off, parce que si vous ne le remettez pas à off, il passe la valeur nulle pour tous les autres champs derrière, donc pour tous les autres appels derrière. Bon, voilà. Désolé, je parle, mais il y avait des choses à dire. Bien, donc le classement. Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ça. Le classement. Je ne sais pas qui fait. C'est, je parle trop. Je fais la première journée de Ligue des Champions. Du coup, ça, c'est le classement donc, à partir de la manche 1. Bon, on a vu que de la manche 1, 2 et 3, le classement, il a vraiment changé, quoi. Tout le monde s'est un petit peu interverti. Donc là, en première position, on a le Caribou, on a 40 sur 40, c'était le premier, voilà. Après, les pépins du 16. Et puis 8 euros qui étaient en troisième position, égalité avec le J-Com, pareil aussi. Bon, je ne vais pas faire tout le monde. Il y a beaucoup d'ex-aequo, là. Il y a beaucoup d'ex-aequo, ouais. Tout le monde a fait à peu près les mêmes choses. Alors, à l'issue de donc c'est les épreuves 3 et 4, tout faire passe devant. Les pépins du 16 restent deuxième et la guilde IBMI prend la troisième place. Ex-aequo avec 4 centimes, Infitex. Et les écarts se creusent un petit peu. Et ensuite, donc numéro 1, tout faire, avec 117,5 sur 120. Les pépins du 16 avec 115. Et 4 centimes Infitex avec 113. Tout ça, c'est sur 120, c'est quand même impressionnant, je trouve. Bravo à vous. Bravo. Alors, on a des prix. Bravo à distance aussi, donc bravo à tous. On ne vous voit pas là parce qu'on n'a pas la session Teams à côté, mais alors, tout faire, ils sont à distance, c'est ça, je pense. Donc ils sont même pas sur place, ouais. Voilà. Alors. Donc je ne sais pas si vous êtes là, si vous nous entendez, donc bravo. On a une belle, on a un beau trophée à vous remettre, on vous l'enverra. Voilà pour les premiers. Je ne sais pas si vous le voyez. Oh, si c'est ça, on le voit bien. Si tu le mets derrière, là, donc sur le fond gris, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, ouais. En deuxième, donc, on a dit les pépins du 16. Donc, Julien, il est là. Mounir aussi, tu étais avec. Donc, venez. Hein. Donc, bravo. Et pépinière au CSI numéro 16, donc sortie en juillet. Et franchement, il y a des bons développeurs là. Bravo. Et Infitex, je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou s'ils sont à 10. Ah ouais, bravo, bien. Très bien. Bravo aussi. Je te laisse remettre. Félicitations. Bon, et puis bravo à tout le monde, parce que derrière, ça se suit de très près. Donc, il n'y a pas de...
Bon, et puis c'était pour le fun quand même. Hein, voilà, l'idée c'était de jouer. On va vous faire participer si vous avez encore quelques minutes. On ne sait pas si on va organiser une 4e édition. Certainement. Hein, si vous êtes partant, nous ça nous va bien, même s'il y a beaucoup de boulot, ça nous va bien. Mais on voulait savoir s'il y avait des choses à améliorer. Donc, dans la communication qu'on a faite, en fait, dans les différents emails qu'on vous a envoyés, est-ce que c'était clair, pas clair? Donc n'hésitez pas à lever la main, à nous dire ce qui ne va pas. Si vous ne voulez pas le dire maintenant, vous le dites après, on fera un petit mail peut-être avec les différentes questions si vous voulez vous exprimer. Mais voilà, est-ce que l'accès à la partition IBMI, ça a été simple pour tout le monde ou il n'y a pas besoin de VPN, c'est en accès direct? On peut difficilement faire plus simple, hein, très honnêtement. Le nombre de manches, on est resté sur 3 manches. C'est bien? Ok. Le délai entre les manches, très honnêtement, je pense qu'on va changer l'année prochaine. Parce que là, vous avez vu, il y avait une semaine entre la première et la deuxième. C'était pareil l'an dernier, pareil il y a 2 ans. C'est court. Pour nous, c'est très court. Voilà. Parce que ça nous fait bosser le week-end. Voilà, pour rien vous cacher. C'est pas qu'on ne va pas bosser le week-end, c'est pas ça, mais c'est vraiment court. Et puis ici, tu as raison, Marie, peut-être que voilà. C'est court, et donc on va certainement mettre 15 jours. Et peut-être que pour vous, c'est bien aussi, en fait, d'avoir juste 15 jours. Là, on avait 3 semaines entre la manche 2 et la manche 3, je crois. Mais peut-être 15 jours, si ça... En fait, c'est parce qu'il y avait un flou. Ça aurait été bien de savoir la date de l'annonce des résultats. Comme ça, on n'attend pas tous les jours. Moi, j'ai actualisé presque tous les jours. On la diffuse avant chaque mail de chaque manche. Normalement, voilà, c'est quand on annonce la deuxième manche qu'on annonce... Ouais. Ça, c'est ma faute. Il y a eu une petite publication rapide. Donc 15 jours, ça vous paraît correct entre 2 manches ou ouais. 3 manches, 15 jours entre 2 manches. Okay. Le délai pour réaliser les épreuves, 2 jours, enfin non, 3 jours, pardon. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça suffit, c'est bon. Ouais. On sait qu'il y en a qui sont en équipe, pas forcément simple en fait, donc d'être peut-être ensemble. Donc difficulté. On en a chié. Est-ce que vous avez utilisé l'IA, quoi? Oui. Est-ce que ça vous a aidé? Oui. À moitié. Ça nous a aidé, ça a donné une première idée de l'algorithme. Après, il a fallu corriger, parce que ça ne marchait pas en première instance, mais oui, ça nous a quand même... Donc pas trop facile quand même? Ou, On a quand même bien chié. Hein. trop dur ou pas? Pardon? Plus dur encore? C'est compliqué, hein, parce que tout le monde n'a pas le même niveau non plus et tout, mais bon, on a augmenté un peu de niveau. Mais... Ça fait plus d'écart. Oui, voilà, ça fait plus d'écart peut-être. Ouais. Mais il ne faut pas décourager non plus. Voilà. Donc, on en a eu quelques personnes qui n'ont pas fait les épreuves 2 et 3. Hein. Donc, on en a même pas mal, d'ailleurs. Je crois, on en a perdu 10, 14, je ne sais plus, hein, quand même. Donc ouais, toi, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. La session de restitution, si on fait ça pendant la Power Week ou comme ça, c'est bien, ou autres idées, non, ça va. Enfin, parce que sinon, c'est tout à distance, et bon. Donc, si vous avez d'autres idées, ben, n'hésitez pas à nous les soumettre au fur et à mesure, jusqu'à l'année prochaine, vous avez 1 an. Donc, ouais, il faut qu'on soit très, très pointilleux, nous, sur les... C'est pas, il y a des choses qui nous paraissent évidentes et puis qui ne le sont pas. Il faut vraiment qu'on relise. Non, mais voilà, si c'est normal ou pas normal. Non, mais tu as entièrement raison. On n'a pas. Voilà. Non, mais c'est juste ça, ce qui est important. Oui. C'est pas ce que vous avez demandé. Mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Certains ont posé beaucoup de questions en fait, hein, en disant voilà, on ne comprend pas très bien. C'est pour ça que j'ai refait des mails après. Enfin, vous avez vu. Bon. Mais il faut que ça bouge aussi. Allez, on a 2 slides à passer. Fais-les. Ouais, bon, comme tu veux. C'est super rapide. Les nouveautés de novembre 2025 qui sortent après-demain, normalement, hein, donc, puisque les PTF ne sont pas encore sortis. Juste une petite chose, on a vu qu'on pouvait faire des énumérations donc avec un ensemble de constantes et leurs valeurs. À partir du 21 novembre, normalement, on pourra mettre un type pour les énumérations, on pourra les typer, en fait. Donc ici, avec un type et une longueur. Et pour les sous-zones, donc les constantes, on pourra mettre une valeur par défaut en mettant DFT.
Puis la deuxième chose, c'est qu'on pourra déclarer en fait des variables ou des paramètres en fait de procédure en mettant un like et en mettant le nom d'une énumération derrière. Donc c'est ce qu'on appellera les énumérations typées. Donc il y aura énumération typée, énumération non typée. J'avais oublié de dire aussi qu'on peut qualifier les énumérations. Je ne l'ai pas fait dans la correction là, mais si on rajoute qualified, à ce moment-là, c'est le nom de l'énumération, point le nom de la constante, comme pour les data structures. Puis la deuxième chose en fait qui va sortir là, c'est que quand vous allez faire des conversions de date ou quand vous allez faire des moves ou des tests de date, en fait, donc par %char, %dec, etc., maintenant, ici, vous pourrez, en dehors de ISO, enfin, japonais, julien, etc., MDY, DNY, vous pourrez mettre MDYY, DNYY, enfin voilà, avec l'année sur 4. Et d'ailleurs, il y a une erreur là, donc c'est... Ouais, donc... c'est la copie d'écran hein, de la doc IBM, ça, mais bon, voilà. Donc, c'est incroyable, il y a toujours des erreurs dans la doc IBM. Bon, ben voilà, écoutez, des petites nouveautés qui vont sortir bientôt. On vous remercie beaucoup. Et puis, au plaisir. Donc, hop. Alors oui, donc on va, il faut qu'on fasse un petit point sur tous les corrigés. On va faire un zip avec tous les sources et les corrigés. Et ça sera disponible donc, sur le site de Common. Dans le top 10, voilà. En bas. Il y a déjà le bouton. Voilà, il y a le bouton, mais il n'y a rien derrière pour le moment. On va faire ça. Et puis après, il faut qu'on vous envoie de façon individuelle les résultats avec les notes. Quoi. Donc, voilà. Ça va venir bientôt. Donc, dans les 2 semaines. Allez, on va faire ça dans les 2 semaines. Oui, dans les 2 semaines. Merci encore à vous. Et bonne fin de Power Week. Ouais, alors là. Oui, alors oui, on a pas...